démocratique ya Congo na kubaka mawa na kubanda ntete na kualoli ya ntete ya ici ya République démocratique ya Congo Jean-Michel Samaluko gouverneur ya Mbanza ya Kinshasa ikelawa ba ntumwa bainsi kena kubaka malakati Congrès nyonso ena kusabaka sika na mukembo ya kupesa inswa samutiba mpatinzo kubanda osakana ya solo ndeko Clarisse Belende honorable mokonzi Christophe Mboso Kodja Mpwanga ye moto azalaki wana mpona koyamba tata mokonzi wa ekolo papa te ye bango bazali lokola bakolo lopango ya palais du peuple papa te palais du peuple ezali lokola bilo ya bango ya mosala kiwana mpona koyamba tata mokonzi wa ekolo mpona komipesa mbote kasi obokoti wata nsima ya kopesa mbote na mokonzi ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodja Mpwanga apesaki mbote na bazuzi ya cour constitutionnelle bazalaki wana na monoko ya ndako na nsima bazwaki foto ya famille lolenge babekanga yango lokota la ligne valancée koyingela awa okati solo na kosala awa kati ya salle de congrès bato ndenge na ndenge bazwami awa mpona kozwama na molulu monene ya mokomo lelo ezali bongo ya kozongeli mosala zuzi mpona moboko toyebale na tuku mibale na mibale mpe kotoyebale na tuku mibale na misato bakeli mibeko bazali awa basenatele bayimbula matari bayibo simbo bango biso bazali awa po te bakoka kozwama na molulu lelo kasi bato bayiki bazali komituna nini wana babengi cour constitutionnelle pamba te bato bayiki bazali obe koyoka cour constitutionnelle kasi bazali kosimba to pe kososola te nini babengi cour constitutionnelle editia. Merci Bobet Wakeba pour toutes ces informations en Lingala, Clarisse Belende pour les informations en Kikongo. On attend donc l'entrée de la Cour constitutionnelle, ça veut dire la composition, mais le président de la République, selon le protocole, le président de la République va faire ici au Palais du Peuple dans cette salle de congrès. Dès qu'il fera son entrée ici, jusqu'au lieu réservé pour qu'il s'asseye, il se tiendra debout et pendant ce temps-là, la composition de la Cour constitutionnelle fera son entrée, elle se sera installée, tout le monde s'assiera et donc l'audience pourra donc commencer. Mais au cours de cette audience, il est prévu comme des traditions l'adresse ou la plaidoirie du procureur général, j'allais dire du bâtonnier national, pour une grande première pour lui, qui a été récemment élu par ses pairs. Le bâtonnier Chebele, bâtonnier national, va donc présenter sa plaidoirie avant que le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mokolongo Kisha prononce sa mercuriale et se terminera par le discours du président de la Cour constitutionnelle, en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce discours du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, portera sur la contribution de la Cour constitutionnelle à la consolidation du constitutionnalisme en République démocratique du Congo. Cette norme suprême qui est la Constitution, qui ne peut être par la Cour constitutionnelle, les us et coutumes, la norme suprême de la République constitutionnelle, et ce constitutionnalisme congolais qui est en train de se mettre en place petit à petit et se conçoit comme cette observance de la norme suprême, mais aussi les us et coutumes qui accompagnent l'observance de cette norme suprême qu'est la Constitution de la République. C'est donc ce constitutionnalisme qu'elle contribue la Cour constitutionnelle, celle organe de la République démocratique du Congo qui a reçu la responsabilité d'interpréter ce qui dit la Constitution. Et exceptionnellement, c'est une cour qui devient la juridiction pénale pour le président de la République et le premier ministre, tout simplement, en cas de nécessité, la Constitution organise
exception qui est donc la Cour constitutionnelle qui démet une juridiction pénale pour le président de la République et le Premier ministre. Cette Cour qui est une juridiction sui generis, elle n'a pas de juridictions inférieures, différemment de la Cour de cassation qui a des cours d'appel, des tribunaux, le président de la République, tribunaux d'épée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, fait donc son entrée dans cette salle de congrès qui va faire d'audience solennelle. Le président de la République, comme je vous le disais, c'était donc l'accueil du président de la République, chef de l'État, et à présent, je crois que la cloche va retentir pour l'entrée de la composition de la Cour constitutionnelle que nous allons suivre. Bien entendu, c'est la cloche qui sonne. Musique, hymne national. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'audience publique solennelle et foraine de la Cour constitutionnelle à l'occasion de sa rentrée judiciaire 2022-2023 est ouverte. Monsieur le greffier en chef, veuillez procéder à la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait du rôle de l'audience solennelle publique et foraine au Palais du Peuple le samedi 29 octobre 2022. Un seul point inscrit à l'ordre du jour, la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2022-2023. Composition du siège. Kamuleta Badibanga Dieudonné, président. Wasenda Songo Corneille. Mavungu Vumbi Dingoma Jean-Pierre. Bokon Wipa Bonjali François.
Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Kalume Asengo Cheusi Alfosine, Jalar Yuma Bahati Christian, Lumu Mbaya Sylvain et Manza Andia Dieudonné, juge. À présence du ministère public, Mokolo Kokesha Jean-Paul, procureur général, et avec l'assistance de Aoun ici au Boussol, François, greffier en chef. Merci, le greffier en chef au ministère. La Cour appelle le bâtonnier national pour prononcer son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'Auditeur général des forces congolaises, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. À l'occasion de cette rentrée solennelle, au cours de laquelle un discours doctrinal sera prononcé par Monsieur le Président de la Cour et une mercuriale par Monsieur le Procureur général près cette Cour, conformément à l'article 100 du règlement intérieur du 10 août 2018 de la Cour, le bâtonnier national est invité à prononcer son allocution au nom de l'Ordre national des avocats. Ainsi, ai-je jugé utile de revenir sur la problématique récurrente de l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les actes de procédure judiciaire. L'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les actes judiciaires, tel est le terme de procédure judiciaire, tel est le terme de mon propos de ce jour. En effet, malgré les termes clairs exprimés par la disposition qui répond à la question, les plaideurs ne cessent de recourir à la même disposition pour la détourner de son objectif pourtant salutaire pour la sauvegarde de droits fondamentaux. Que dit effectivement l'article 162 de la Constitution constitutionnelle et juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Cette disposition a donc prévu deux procédés pour soumettre l'exception d'inconstitutionnalité, soit par voie principale, par action principale, lorsque c'est cette dernière hypothèse qui intéresse la présente réflexion. En effet, il s'observe une pratique de plus en plus fréquente de soulever des dits, mais également des actes de les citations à prévenus
ou les citations directes, les ordonnances émanant des chefs des juridictions, les requêtes au fin de fixation, les réquisitions, voire les mandats de justice et les actes d'huissier. Faisant application de l'alinéa 4 de l'article 162 de la Constitution, les cours et tribunaux ordonnent presque automatiquement la surséance à statuer et saisissent toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle, même lorsque l'exception d'inconstitutionnalité vise les actes de procédure judiciaire. La solution en ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité visant les lois et les actes réglementaires ne pose aucun problème. Qu'en est-il lorsque l'exception soulevée vise plutôt les actes de procédure judiciaire? Le juge de fond est-il démuni d'un quelconque pouvoir d'appréciation au regard de l'acte concerné avant de décréter la surséance à statuer? Pour tenter de répondre à ces questions, il sied de découvrir la tendance jurisprudentielle dominante de votre cours avant de formuler une proposition déléguée ferenda. Ayant à l'esprit que la jurisprudence est la solution donnée par une série de décisions concordantes à un problème de droit déterminé, j'ai parcouru quelques arrêts de votre cours. Et sauf erreur de ma part, de la lecture desquels il se dégage que votre cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur une exception d'inconstitutionnalité visant les actes de procédure. Cependant, et étrangement, d'autres arrêts, toujours de votre ont plutôt déclaré cette même exception irrecevable. La Cour s'est donc tantôt déclarée incompétente, tantôt a déclaré l'exception irrecevable. À mon humble avis, étant donné que les actes de procédure ne figurent pas dans la sphère de compétence eu égard à la nature des actes soumis à la censure et qui ne sont ni des actes législatifs ni des actes réglementaires, la Cour constitutionnelle dure uniquement se limiter à retenir l'incompétence et à ne pas décréter l'irrecevabilité, qui constitue plutôt une sanction relative aux conditions d'exercice de l'action en justice. En tout état de cause, votre Cour a jugé que chaque fois que les actes à déférer à son contrôle seront les actes de procédure judiciaire ou juridictionnelle, notamment les exploits d'assignation ou des citations, les sommations judiciaires, les juges, les décisions judiciaires, les mandats, les réquisitions, les actes d'huissier, l'exception d'inconstitutionnalité manque en droit car sans objet et n'appelle pas sur séance ni renvoi. Telle est la position de votre Cour. Au regard de la position de la Cour, il s'est de faire observer que la formulation de l'article 32 alinéa 4 de la Constitution est rigoureuse et ne laisse aucun pouvoir au juge devant lesquels l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée d'apprécier l'opportunité de surseoir ou non. Car, comme le fait observer une certaine doctrine, cette exception s'analyse correctement en une question de constitutionnalité dont la solution est de la compétence du seul juge constitutionnel. Or, dans sa jurisprudence rappelée ci-dessus, a plutôt dit que l'exception d'inconstitutionnalité manque en droit car sans objet et qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir ni de renvoyer dès lors que l'exception d'inconstitutionnalité vise les actes de procédure judiciaire. De la lecture de cet arrêt R-Const 1377/1397 du 11 décembre 2020, on serait tenté de dire avec une autre doctrine que la Cour constitutionnelle a introduit un mécanisme de préfiltrage reconnu au juge de fond, devant donc faire le distinguo
quant aux actes par l'exception d'inconstitutionnalité. Cette position de la Cour est certes louable, mais suffit-elle à elle seule à lutter contre les abus de procédure des plaideurs de mauvaise foi? En effet, nous nous arrêts de votre Cour, que ceci soit d'incompétence ou d'irrecevabilité. Les partis persistent à soulever ce genre d'exception relativement aux actes de procédure judiciaire, de sorte qu'il est impérieux d'exprimer notre voix, celle législative, soit par une proposition de loi 162 alinéa 4 de la Constitution, au fin d'accorder au juge de fond la compétence et le pouvoir réel de passer outre l'exception d'inconstitutionnalité visant les actes de procédure judiciaire, même si la décision pourra être susceptible de recours. La démarche n'est rien d'autre que de couler la position jurisprudentielle de votre Cour en une disposition constitutionnelle, car il existe un précédent. En effet, jusqu'à la réforme judiciaire de 2013, la Cour suprême de justice, dont vous êtes l'émanation, avait toujours jugé, en matière répressive, que lorsque le jugement n'avait pas été prononcé à la date initialement prévue, ou a été prononcé à une autre date que celle fixée par le juge, ou encore que le jugement a été prononcé hors délai de la loi et hors présence des parties, sans que la date du dit prononcé soit notifiée aux parties, il y avait un cas de force majeure, permettant à une partie d'être relevée de la déchéance encourue, de sorte que le délai de recours ne prenait de départ que la date de la signification de la décision rendue dans ces conditions. À ce jour, avec le législateur congolais, par sa loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013, portant l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le législateur a coulé cette position jurisprudentielle dans l'article 43, dernier alinéa, qui dispose, je cite, « En matière pénale, lorsque le jugement ou l'arrêt est prononcé en l'absence des parties, sans notification préalable de la date du prononcé aux parties, le délai de recours court à partir de la décision. » Cette voie a un grand avantage, car désormais, le juge ne se réfère plus à une jurisprudence qu'il doit rechercher, mais applique plutôt une disposition légale. Cette voie législative, qui est vivement recommandée par la présente réflexion pour résoudre la problématique qui nous préoccupe. En effet, au lieu de se limiter à la seule position jurisprudentielle, le mieux serait d'avoir une position constitutionnelle qui met fin à tout abus de procédure et à toute velléité dilatoire de ce genre d'exception et qui s'impose de manière impérative à tous, à la lumière de ce que votre Cour a toujours jugé. L'ajout à la disposition constitutionnelle devrait concerner le pouvoir accordé à la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée, de ne pas surseoir si l'acte mis en cause n'est pas un acte législatif ou réglementaire. En réalité, ou réglementaire. Sauf à proposer, bien sûr, que l'article 160 de la Constitution dise et indique clairement les procédures judiciaires qui sont exclues, ce qui devrait conduire alors le constituant de cibler tous les actes exclus. Sinon, comment comprendre et admettre qu'une assignation, une requête, une citation à prévenir, une citation directe, un exploit de sommation, de conclure, une ordonnance abréviative de délai, un acte d'huissier, pour ne citer que ces actes de procédure judiciaire, qui ne sont ni des actes législatifs, ni des actes réglementaires, être soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.
dans le cadre de sa mission du contrôle de la constitutionnalité des actes législatifs ou réglementaires. Une telle exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les actes de procédure ne peut, à mon avis, que constituer un acte d'abus de procédure fort préjudiciable à la bonne administration de la justice. L'issue rapide d'un procès a pour but d'amener la paix dans la société. Il revient donc à ceux qui, par État et profession, ont la charge d'assurer la défense des droits des autres, de favoriser l'issue rapide des litiges afin de garantir la paix dans la société. Ainsi, l'exception d'inconstitutionnalité ne peut servir ni de frein à la bonne administration de la justice, ni de mécanisme tendant à retarder au mieux à paralyser l'issue d'un procès. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le juge, Monsieur le procureur général, le débat reste ouvert sur cette question. Je plaide donc pour une éventuelle révision de l'article 160 alinéa 4 de la Constitution de notre pays, mais aussi pour la reprise de vos travaux. Je dis et je vous remercie. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre allocution. Et passe la parole à Monsieur le procureur général pour sa mercuriale. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec nos hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence personnelle à cette cérémonie, en dépit de vos multiples tâches, témoigne une fois de plus de votre volonté de faire de l'appareil judiciaire un instrument incontournable pour l'instauration progressive d'un état de droit dans notre jeune démocratie. Elle traduit aussi la confiance que vous placez en ces animateurs. Au nom de tous les magistrats du ministère public, les fonctionnaires et agents du parquet, honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, honorables députés et sénateurs, Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres de la collègues, Madame et Messieurs les hauts magistrats et honorés collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission, ainsi que les représentants des organismes internationaux, Messieurs les présidents des institutions d'Akrassi, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le Président du compte, Monsieur le procureur général près cette cour, Mesdames et Messieurs les magistrats et honorés collègues, Monsieur le bâtonnier national, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, conformément à l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle tient une audience solennelle à l'occasion de sa rentrée judiciaire. Le procureur général près cette Cour y prononce une mercuriale.
Note mercuriale de cette deuxième édition de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle a pour thème pour la suppression de l'amendement apporté à l'article 149 de la Constitution par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. État de la question. Congo du 18 février 2006. État de la question. L'article 149 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 était ainsi libellé. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Avec la modification constitutionnelle par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, cet alinéa premier de l'article 149 fut scindé en deux alinéas formulés en ces termes. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, Conseil d'État, la Haute Cour militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Selon l'exposé de la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, l'amendement introduit à l'article 149 consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Il est dévolu aux seuls cours et tribunaux, et cette révision de l'article 149 a depuis sa publication suscité des questions, parmi lesquelles la révision de l'article 149 veut-elle affirmer que le magistrat du parquet est dénué de toute indépendance ou qu'il n'est tout simplement pas un membre du pouvoir judiciaire? Pourquoi la révision de l'article 149 n'a-t-elle pas cherché à mettre en harmonie cet article avec l'article 152 de la Constitution qui institue le Conseil supérieur de la magistrature comme organe de gestion du pouvoir judiciaire composé aussi des magistrats du parquet? L'examen de ces questions a inspiré pour notre exposé le plan suivant. Chapitre 1er, le pouvoir judiciaire et le ministère public. Chapitre 2, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous comptons par cette démarche d'abord dénoncer le fait que la révision de l'article 149 constituait en réalité une base préparatoire de l'option politique consistant à retirer au ministère public tout pouvoir d'autonomie et d'intime conviction dans la mission de rechercher activement l'infraction, d'en poursuivre les auteurs et les traduire devant le juge pénal. Ensuite, de proposer la réhabilitation de la première version de l'article 149 de la Constitution qui faisait du magistrat du parquet un membre du pouvoir judiciaire. Chapitre 1er, le pouvoir judiciaire et le ministère public. Introduction. Sous le régime de la charte coloniale, les officiers du ministère public étaient des fonctionnaires. L'administration et le parquet se confondaient. Plus tard, à la faveur d'une légère modification de quelques dispositions de la charte coloniale, les officiers du ministère public devinrent des magistrats et le parquet un organe du pouvoir exécutif indépendant de l'administration. Depuis la création de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale, le ministère public a souvent été perçu comme fonctionnaire de l'administration publique. C'est avec la loi numéro 078-010 du 15 février 1978 portant révision de la Constitution de 1967 que l'officier du ministère public a été intégré
dans le pouvoir judiciaire suivant l'article 94 alinéa 1er de cette Constitution, qui dispose l'ensemble des cours et tribunaux ainsi que le ministère public forment le Conseil judiciaire. Mais par la loi numéro 1100 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, ce statut lui a été retiré. C'est cette lecture erronée de l'article 149 revisé qui a poussé le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à saisir le Conseil d'État par sa requête du 15 avril 2020 en vue d'obtenir du Conseil d'État l'interprétation des articles 70 et 72 de la loi organique numéro 13-011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et 15 de la loi organique numéro 6-020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le ministre de la Justice soutenait à cette époque que l'indépendance du pouvoir judiciaire ne concernait que les magistrats du siège et non les officiers du ministère public, à ce que ceux-ci sont placés dans l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité du ministre de la Justice. En réponse à sa requête, le Conseil d'État émit l'avis dont la teneur suit. L'officier du ministère public est un magistrat à part entière. Il est membre du pouvoir judiciaire. Le ministre de la Justice n'est pas l'autorité hiérarchique des magistrats du parquet. L'autorité du ministre de la Justice sur les officiers du ministère public consiste en son pouvoir d'injonction qu'il exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation, l'auditeur général et le procureur général près la Cour d'appel ou l'auditeur supérieur militaire qui sont tenus d'informer le ministre de la Justice par une lettre de la suite réservée au dossier judiciaire ouvert en réponse à la dite injonction sans violer le secret de l'instruction. Le ministre de la Justice n'a pas en fait le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires. Il dispose du pouvoir disciplinaire conformément à la loi organique numéro 08/013 du 5 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, car il saisit la chambre disciplinaire. De même, puis de l'exécution de la politique gouvernementale par les cours et tribunaux et les parquets y rattachés donne au ministre de la Justice le pouvoir de prendre des instructions générales et impersonnelles. Dans la mesure où il est reconnu au ministre de la Justice la conduite de la politique gouvernementale en matière pénale, le pouvoir exécutif est appelé à collaborer avec les membres du pouvoir judiciaire, particulièrement avec le procureur général près la Cour de cassation, chacun dans sa sphère de compétences pour un objectif commun qui est l'intérêt général et la bonne administration de la justice. Le pouvoir judiciaire dans la Constitution du 18 février 2006. Cette expression revêt deux sens différents. Le premier désigne le pouvoir judiciaire au sens organique et le second, le pouvoir judiciaire au sens fonctionnel. Au sens de l'article 149 de la Constitution qui cite les cours et tribunaux ainsi que les parquets y rattachés, cet article parlait de la dimension organique du pouvoir judiciaire. L'entendement fonctionnel du terme est quant à lui précisé aux alinéas 1 et 2 de l'article 150. Tous les magistrats ont la même mission, celle de garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux par le contrôle, l'application des lois, la recherche des infractions et la sanction du non-respect des lois. Le magistrat chargé de contrôle et de recherche des violations des lois est celui du parquet, généralement appelé organe de loi. Tandis que
la fonction de sanctionner est réservée aux juges. Mais les deux intervenants œuvrent dans un même organe jouissant de l'indépendance vis-à-vis des autres institutions de l'État. La version originale de l'article 149 de la Constitution de 2006 renferme la volonté clairement exprimée par le constituant originaire de consacrer la séparation des pouvoirs. Il affirme en effet l'indépendance de l'institution pouvoir judiciaire de deux autres institutions. Cet article est en harmonie avec l'article 152 de la Constitution qui institue et organise l'organe chargé de la gestion de l'institution pouvoir judiciaire. Signification par le retrait de la particule des offices de parquet au motif qu'il était en désharmonie avec les articles 150 et 151, l'a totalement dénaturé et a détruit toute la philosophie de la Constitution, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Tant dans la loi fondamentale de 1960 que dans la Constitution du 15 août 1974, ainsi que dans le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, les dispositions constitutionnelles ont toujours consacré le principe de la séparation de pouvoir et le pouvoir judiciaire était composé des cours et tribunaux et des parquets y rattachés. Il se dégage de tous ces textes constitutionnels les faits évidents suivants. L'indépendance fonctionnelle du juge est une constance depuis la loi fondamentale jusqu'à ce jour. L'indépendance organique a évolué de l'informel à une structuration contextuelle. On peut ainsi constater que la loi fondamentale utilise l'expression cours et tribunaux pour signifier le pouvoir judiciaire. La Constitution de la Deuxième République parle du Conseil judiciaire. La spécificité de cette structure était que son président exerçait également les fonctions du ministre de la Justice, ce qui faisait de lui membre du pouvoir exécutif, mais il n'assistait aux réunions de l'exécutif que lorsque celle-ci était présidée par le président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République. Il faut cependant noter que la Deuxième République n'avait qu'une seule institution, le parti État, le mouvement populaire de la Révolution. Le législatif, l'exécutif, le judiciaire n'étaient que les organes, seul le parti dirigeait l'État. Selon l'article 37 du décret-loi constitutionnel de la transition, l'ensemble des cours et tribunaux formaient le pouvoir judiciaire. Dans la Constitution de la transition du 4 avril 2003, l'article 147 à son deuxième alinéa précise que le président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté à cet effet par un Conseil supérieur de la magistrature dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par une loi organique. Le Conseil supérieur de la magistrature est ici présidé par le président de la République lui-même, assurant ainsi l'indépendance organique du pouvoir judiciaire. L'article 152 de la Constitution du 18 février 2006 institue le Conseil supérieur de la magistrature comme organe de gestion du pouvoir judiciaire dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par une. C'est à partir de cette Constitution du 18 février 2006 que le pouvoir judiciaire a véritablement pris son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Dans l'exposé des motifs de cette Constitution, les constituants déclarent qu'ils réaffirment l'indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, désormais composé des seuls magistrats. Les raisons de cette autonomisation du pouvoir judiciaire sont clairement exprimées dans le préambule de la même Constitution, où le peuple congolais considère que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme,
le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Il fallait donc un pouvoir judiciaire indépendant pour lutter contre ces antivaleurs. La révision de l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006, classée parmi les dispositions ayant fait apparaître des dysfonctionnements dans la vie des institutions de la République, n'a pas aussitôt attiré l'attention des autres acteurs publics tendant à remettre en cause l'ordre constitutionnel de 2006 régissant l'appareil judiciaire. Dans tous les textes constitutionnels antérieurs, s'agissant du pouvoir judiciaire, la formulation standard était l'ensemble des cours et tribunaux constitués et ce pouvoir englobait, outre les cours et tribunaux, tous les services concourant à l'administration de la justice, à savoir les parquets, les greffes, le secrétariat et la police judiciaire. C'est à partir de l'année 2017 que l'opinion a commencé à entendre des déclarations publiques du genre « La gestion des magistrats par les magistrats a montré ses limites » ou encore « Nous ne sommes pas dans la République des juges ». Mais même avec ces propos, tout paraissait normal car dans un régime de séparation de pouvoir, le libre fonctionnement d'une institution de l'État n'est pas toujours en harmonie avec la marche également indépendante des autres institutions étatiques. Les maladresses et les mauvaises orientations des actes, même relevant régulièrement de sa compétence, peuvent frustrer les autres co-acteurs publics. Mais ce n'est pas par une modification ainsi décriée de la Constitution et des lois organiques qu'on protège la jeune démocratie. Les deux propositions de loi, communément appelées loi Minaku, sont une illustration de la tentative de déstabilisation de la jeune démocratie de notre République. Ces propositions de loi, heureusement étouffées, ne présentent aujourd'hui aucun intérêt didactique. Mais nous les présentons pour démontrer l'opportunité à revisiter l'article 149 de la Constitution abusivement modifié. En effet, ces deux propositions de loi tiraient leur inspiration de la modification portée à l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006. Cette disposition, nous l'avons souligné, s'était limitée à énumérer les structures organiques de l'institution pouvoir judiciaire. Mais les deux propositions de loi portaient sur les fonctions des magistrats et non sur la structure du pouvoir judiciaire. Il n'était donc pas nécessaire de monter en 2011 la stratégie de modifier l'article 149 pour saisir en 2021 l'opportunité de s'attaquer aux fonctions des magistrats qui sont-elles prévues à la zone sous l'autorité du ministre de la Justice ne fait pas des offices des parquets les structures du cabinet du dit ministre. Il est intéressant d'inviter tout juriste à remarquer que la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ne fait dans son exposé des motifs aucune allusion à l'article 153 de la Constitution qui est pourtant son fondement. Nous ne pensons pas que cette omission ait été un oubli car dans l'exposé des motifs, les auteurs de cette proposition de loi reconnaissaient en fait en ces termes consécration fondamentale d'un statut hybride mettant en exergue pour le magistrat de parquet un système de dépendance institutionnelle et de subordination fonctionnelle est en vigueur également en France et en Belgique, dont les systèmes juridiques ont largement influencé le nôtre. Ils étaient donc conscients du fait que le retrait des parquets des structures de l'institution pouvoir judiciaire était une aberration, mais ils ne disposaient que de cette brèche pour infiltrer l'emprise
ou plutôt le retour de l'emprise de l'exécutif sur le judiciaire, la gestion du magistrat par le magistrat ayant montré ses limites. En parlant du retour de l'emprise, nous ne faisons qu'introduire nos observations concernant la deuxième proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant statut des magistrats. Partant toujours de la modification portant à l'article 149 de la Constitution, les initiateurs de la proposition ont ainsi saisi l'occasion de ce qu'ils ont malicieusement qualifié de soustraction des magistrats du ministère public du pouvoir judiciaire pour s'attaquer à l'ensemble de la magistrature en restituant au ministre de la Justice le pouvoir de nommer les magistrats à titre provisoire et d'accorder une promotion en grade immédiatement supérieure à tout magistrat, qu'il soit du siège ou du parquet. Nous épinglons aussi le pouvoir reconnu au ministre de la Justice d'ouvrir une action disciplinaire contre un ou plusieurs magistrats pour manquement à ces injonctions. Dans sa version du 18 février 2006. Conclusion. Il est vrai que c'est le pouvoir exécutif qui détient la de déterminer la politique en matière pénale.